déjà bienvenue à tous. Est-ce que le volume sonore est suffisamment fort? Je suis clair pour tout le monde? Bon, pas de réponse, donc c'est OK. Donc voilà, donc vous êtes ici à la session sur les tests de montée en charge sur SSAS et avec Visual Studio. Donc je vais détailler ça dans la session. Donc déjà, je tenais à remercier les sponsors, sans qui cet événement ne serait pas possible, cet événement gratuit, je le rappelle. Donc merci à eux. Donc je me présente rapidement. Donc, petite allusion à MDX pour récupérer l'username. Donc voilà, donc je suis Arnaud Voisin, donc consultant formateur MSBI. Donc j'ai 6 ans d'expérience sur la suite MSBI à partir de SQL Server 2000. Mon blog, donc, qui est laissé, j'ai un peu de mal à travailler dessus en ce moment, mais il y aura des articles qui vont, je vous promets, en 2014 de travailler un peu plus dessus, et le Twitter si jamais vous voulez me contacter. Donc il est affiché là, donc voilà, donc je suis certifié MCSE et MCSE 2012 et MCT. Voilà. Donc j'appartiens à la société Vaisseau que je vais présenter. Donc Vaisseau est une société de conseil et d'expertise proposant une offre qui tourne autour du client et de la donnée, de la gestion en passant par l'analyse et la valorisation. Donc nous proposons des missions de DBA, de longue durée, ou des missions d'audit. Nous proposons aussi des missions autour de Dynamics CRM et Neolan, avec des profils, des interventions de type assistance à maîtrise d'ouvrage, ou aussi bien en mise en œuvre, et tout ça pour accompagner le client. En décisionnel, on intervient sur toutes les phases du projet, aussi bien en intégration qu'en conseil. Voilà, donc Vaisseau, c'est 30 personnes, 35 collaborateurs, pardon, dont plus la moitié de certifiés MCSA. Donc, au sommaire de cette session, je commencerai par vous parler du déploiement des projets SSAS. Donc l'objectif de cette session, c'est quand même de parler des tests de performance. Et donc, il y a besoin de tests de performance parce qu'il y a souvent des écueils dans les projets. Il y a quand même des points faibles dans l'outil SSAS. Et donc, je vais vous les présenter pour commencer. Dans un second temps, je présenterai le dispositif de stress test à partir de Visual Studio et qui tourne autour de iSlotSim et iSQueryGen. Peut-être que certains connaissent. Ensuite, je parlerai de la méthodologie des tests ainsi que l'architecture. Donc, les tests de montée en charge, pourquoi faire? Donc, en début de projet, il convient de définir des exigences dans le cahier des exigences. Voilà. Parce qu'en fait, on s'aperçoit... pardon, excusez-moi, je reprends. Donc, en début de projet, on définit des exigences pour... Pardon, excusez-moi, je reprends mes esprits. Donc, les tests de montée en charge, ils sont nécessaires pour pouvoir, d'une part, valider l'architecture, pour pouvoir vérifier que l'on n'ait pas de bottleneck, qu'on n'ait pas de goulet d'étranglement sur l'architecture concernant les I/O, concernant la mémoire vive, concernant la CPU. C'est important de faire ces tests de montée en charge pour vérifier et valider le design, parce qu'il y a pas mal de possibilités de design qui ne seraient pas performants, de vérifier la qualité du code, aussi bien de vérifier les requêtes MDX, d'une part, de vérifier la qualité
des calculs MDX à l'intérieur du cube et de valider aussi que les usages définis, que les outils clients permettent bien d'atteindre les objectifs en termes d'usage. On s'apercevra, si on veut faire de l'extraction de données avec SSAS, que ça risque parfois d'être compliqué. Donc, faut-il faire confiance à votre développeur? Donc, on s'aperçoit souvent qu'en début de projet, il y a certaines personnes qui négligent la phase de test technique, de montée en charge de l'application. Et souvent, on s'aperçoit en production, et c'est souvent un peu trop tard, que l'application n'est pas capable de monter en charge. Donc, nous allons commencer par le déploiement des projets SSAS et de tous les points de vigilance à prendre en compte. Donc, le cas le plus classique et qui est parfois inévitable parfois dans certains, on va dire, scénarios métiers, on n'a pas d'autre choix que d'avoir des relations, que de sortir du star schéma. Le star schéma, SSAS, il est clairement optimisé pour le star schéma. Quand on sort de cette modélisation, disons qu'on sort de ce que SSAS sait faire, et dans le cas où, dans les groupes de mesures intermédiaires, qui relient la dimension aux mesures de la table de fait, il y a beaucoup de lignes. Donc dans ce cas-là, il faut faire attention. On peut avoir des performances qui peuvent virer au catastrophique. Au-delà d'1 million de lignes sur un groupe de mesures qui lie une table de fait à une dimension en many-to-many, ça peut vraiment être problématique. Il existe évidemment des solutions pour pouvoir améliorer ces performances, mais encore une fois, il faut mesurer qu'on en ait besoin et ne pas investir sur des développements qui ne seraient pas forcément utiles. Voilà. Donc, les parent-child, donc aussi un grand classique, quand on a une dimension à niveau variable, c'est le cas des dimensions organisation, des dimensions employés, géographie, etc. Donc, ces parent-child, donc toujours la même remarque que la many-to-many, on a des problèmes toujours en cas de forte volumétrie. Ce qui se passe avec les parent-child, c'est que la jointure se fait au niveau des attributs clés, donc les attributs feuilles, et au niveau des attributs all. Ce qui fait que pour tous les attributs, pour tous les niveaux intermédiaires, l'agrégation, le précalcul d'agrégation ne se fait pas forcément. Et donc, on peut avoir des performances qui peuvent être catastrophiques. Et donc, c'est pour ça que parfois, on est obligé d'avoir recours, de mettre à plat la dimension et de sortir de cette modélisation de parent-child. Mais encore une fois, mieux vaut favoriser cette modélisation. Et le cas échéant, si après les stress tests, on en a besoin, alors peut-être investir et implémenter ce design. Donc, autre écueil, autre cas, les distinct count. Donc, c'est une mesure qui n'est pas additive, et donc, contrairement aux mesures additives, elle ne se stocke pas de la même manière. Elle n'est pas compressée de la même manière, donc elle ne peut pas se stocker de la même manière. Donc, chez les clients, souvent, ça m'est arrivé de voir, des mesures distinct count qui étaient stockées dans les mêmes groupes de mesures que d'autres mesures. Ça peut vraiment créer des goulets d'étranglement. Donc, c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut vérifier parce que ça peut vraiment avoir des conséquences en production. Donc ensuite, on peut
il y a des solutions pour améliorer les performances du distinct count, donc, notamment avec une bonne stratégie de partitionnement pour maximiser la parallélisation, éviter le chevauchement, et donc éviter le chevauchement en ayant une bonne clé de partitionnement, donc une clé matricielle. Donc, en BI, on a l'habitude de partitionner par le temps, et là, ce qui est pas mal, c'est d'ajouter une clé composite de partitionnement en prenant l'axe de dimension qui est impliqué dans la... l'axe de dimension qui est impliqué dans le groupe de mesure. L'idée étant vraiment d'éviter le chevauchement et d'avoir des partitions parfaitement distribuées avec le même nombre de lignes. Voilà, et donc, bon, c'est quand même des machines à gaz, donc c'est pareil, c'est important de tester cette application pour savoir si vraiment ça vaut le coup, parce que c'est vrai que ça peut entraîner des développements lourds. Le stockage, donc voilà, donc en clientèle souvent, ça m'est arrivé de voir des groupes de mesure qui n'étaient pas partitionnés. Donc il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, partitionner, voilà, se dire on va partitionner en mensuel alors qu'on n'a que 1 million de lignes sur le groupe de mesure, mais il faut quand même, mais voilà, il faut vraiment trouver la part des choses dans le partitionnement, sans quoi on pourrait se heurter à des problèmes de performance. Donc le mode de stockage, donc ça se teste. Hein. Donc là, si vous êtes in, hein, la dernière nouveauté du moment, c'est d'utiliser le rollup et le column store index updatable. Le nom de code étant xvelocity. Donc il y a eu une session tout à l'heure. Donc voilà, donc ça présente des avantages. Donc peut-être que certains d'entre vous ont fait le choix de ce stockage qui permet de présenter les données de manière instantanée. Donc dans un scénario low latency, c'est quand même la stratégie, une des stratégies les meilleures et qui peut concurrencer Tabular, mais quand même, il faut quand même s'assurer que l'application tient la charge. Donc ensuite, le design d'agrégation, donc il n'est pas toujours nécessaire, mais voilà, donc ça fait partie des leviers qu'on aura à notre disposition pour pouvoir, après les stress tests, entre itérations de stress tests, pour pouvoir ajuster les performances. Donc, encore quelque chose que je vois quasiment jamais, c'est le slicing des partitions, qui est hyper important dans le cas où notre cube est partitionné, nos groupes de mesure sont partitionnés, et donc ce qui se passe quand ce slicer n'est pas défini, c'est que le Analysis Services, lorsqu'il va réceptionner la requête, lorsqu'il va vouloir, il va interroger toutes les partitions. Donc on s'en aperçoit très bien en mode rollup quand on ouvre un profiler. On voit très bien que les requêtes arrivent et interrogent toutes les partitions, puisqu'on voit très bien les queries avec les between, et donc on voit très bien que s'il y a 20 partitions, il envoie 20 requêtes, alors qu'il pourra trouver sa réponse dans une seule partition. Donc ça ne sert à rien de le faire, mais voilà, donc c'est encore quelque chose qui pourra être révélé par les stress tests. Alors c'est vrai qu'on pourrait très bien se dire, bon, on connaît les best practices, il suffit de les mettre en œuvre et le tour est joué, mais sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas forcément le cas. Donc encore quelque chose qui vraiment, mais là ça relève plutôt du design et du code, c'est le cell-by-cell evaluation. Donc en fait, c'est donc comme en français ça donne évaluation en cellule par cellule. Donc au lieu de travailler en mode, on va dire, dans l'espace, en subspace, et donc utiliser le block computation qui est vraiment le traitement le plus rapide.
Donc, on peut se retrouver dans ce scénario lorsque l'on implémente la sécurité niveau cellule. Donc là, le Analysis Services sera obligé de faire de l'interprétation cellule par cellule, ce qui va vraiment lui coûter énormément de temps. Donc on a des fonctions qui fonctionnent de la même manière, des fonctions VBA, on fait VBA pendant l'exclamation, et donc après on a à disposition tout un ensemble de fonctions sur les chaînes de caractères. Donc ça, c'est du cellule par cellule. Et aussi le if, pas toujours, mais dans certains cas, peut l'être. Peut l'être, et dans ce cas, on va préférer le scope assignment, voilà, qui lui va travailler en mode subspace. Donc c'est important d'essayer de toujours utiliser Analysis Services comme avec ses forces plutôt qu'avec ses faiblesses. Donc je vais vous présenter le dispositif de stress test. Donc le prérequis, c'est d'abord un utilitaire que l'on trouve sur Codeplex, donc qui permet de générer le workload. Le workload, c'est l'ensemble de requêtes qui vont nous permettre de stresser l'application. Ensuite, on aura besoin d'ISloadSim, toujours disponible sur Codeplex, donc, qui lui va permettre d'injecter de la charge à partir du workload qu'on aura simulé. Donc, cet ISloadSim, cet injecteur de charge, on l'utilisera avec Visual Studio Ultimate. Donc moi, dans mon cas, j'ai utilisé la 2013. À savoir que ça marchait, et déjà ISloadSim avait été développé pour Visual Studio 2005, qui à l'époque, donc l'équivalent de licensing Ultimate était TeamSystem. Donc on aura besoin d'une instance SQL Server. Alors, là, ça peut être un SQL Server Express, c'est uniquement pour faire du logging des événements, donc pour pouvoir stocker les résultats des stress tests. Donc il n'y a pas besoin des fonctionnalités entreprises, ce n'est pas la peine. Et forcément, le système testé, multidim ou tabular, voilà, que l'on va stresser avec le load test. Donc le choix du workload, donc les applications, donc vous avez un pool, vous avez certainement un pool d'applications qui, dans votre entreprise, qui sont pluguées sur vos cubes, enfin vos bases multidim. Donc ça peut être du SharePoint Insight, ça peut être du Power View, ça peut être du Excel ou du Reporting Services. Donc voilà, donc ce qu'on va faire dans le cadre de nos stress tests, c'est de récupérer les requêtes qui sont générées par ces applications au cube. Donc ensuite, une fois qu'on aura récupéré cet ensemble de requêtes, on va les modifier quelque peu, on va donc les nettoyer, on va ensuite, grâce à un fichier de configuration qui permet de configurer le comportement de ISQuery Generator, on va interroger le cube, puis récupérer un ensemble de fichiers XML avec les requêtes variabilisées. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, attendez, je reviens. Donc, on va commencer par ouvrir un profiler. C'est la première étape. Ensuite, on va choisir l'instance, le server type Analysis Services. Voilà. On va choisir nos événements, donc on va repartir de rien. Et on va prendre le query begin et le query end, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc là, il est en attente de requête. Donc on va ouvrir une feuille Excel. Paf. Donc la feuille s'ouvre.
Donc, on va faire un refresh all pour pouvoir récupérer nos requêtes. Donc, jusque-là, rien de compliqué. Et donc là, ici, on va récupérer nos requêtes, query begin, query end. Voilà, très bien. Et voilà, donc on va avoir, donc bon là je vais mettre pause. Et donc ici je récupère mes requêtes. Donc on va aller directement ici. Donc voilà les requêtes qui nous sont parvenues via le data collector, via le SQL profiler à partir de Excel. Donc on va avoir besoin de transformer ces requêtes. Alors transformer ces requêtes, comment? Alors donc ASQLgen, donc c'est un utilitaire, donc il faut l'utiliser donc avec ces contraintes. Nous dit, alors je vais vous montrer, je vais vous l'ouvrir, workload ici. Nous dit, voilà, donc c'est à partir du fichier de configuration. Vous pouvez variabiliser par des jetons. Qu'est-ce qu'un jeton? Un jeton, c'est une expression, c'est un jeu de tuples, une expression de jeu de tuples. Donc, on va pouvoir donc faire ces expressions-là et faire dépendre, pour plus de distribution, faire dépendre les tokens entre eux, et donc faire des espèces de cross-join entre tuples. Voilà, et donc pour pouvoir aussi permettre de toujours faire des requêtes qui retournent des résultats. C'est super important. Donc voilà, donc on est capable donc de définir un nombre de membres retournés dans le jeu variable. Donc là, ici, minimum quantity 1, max quantity 1, donc on va retourner un membre. Mais on pourra rendre ça dynamique et choisir un nombre compris entre deux bornes. Donc voilà, donc on a nos requêtes et à l'intérieur, on utilise nos jetons pour pouvoir ensuite la variabiliser. Voilà, donc voilà, après, bon, forcément, on définit notre server name et notre database name et le nom du cube, et ça suffit pour ASQLgen pour variabiliser. Donc, ensuite, donc, il suffit de taper la ligne de commande, donc l'utilitaire, et en paramètre le fichier de configuration, et on appuie sur Entrée. Et au bout de 30 secondes, il aura généré les 400 fichiers. Oui, je ne vous ai pas dit, mais on définit un nombre de fichiers tout en bas, donc, et ainsi qu'un nom, hein, voilà, un préfixe de nom de fichier. Voilà. Donc, très bien. Donc là, le résultat va arriver, mais on peut déjà, voilà, 3 décembre à 17h23, donc il a déjà traité ce fichier-là. Donc on voit très bien le résultat. Donc on voit que nos jetons ont été remplacés. Bon, là, on voit EAMP, ce qui correspond au e-commercial, mais c'est l'encodage qui veut ça. Mais l'injecteur comprendra très bien qu'il s'agit d'un e-commercial. Donc voilà, donc on a nos 8 requêtes normalement qui sont définies là et tous les tokens variabilisés. Donc voilà, donc là il nous dit qu'il a réussi à générer donc les 8 fichiers et qu'il a réussi à quasiment dans tous les cas les variabiliser de manière unique. Ce qui tombe très bien, ce qui nous évitera de taper trop souvent dans le cache. Voilà, donc la cardinalité qui permet vraiment une bonne distribution et les dépendances entre les tokens. Donc voilà, je reviens sur les slides. Donc iSlotSim,
qu'est-ce que c'est? Donc, je l'ai dit, ça a été créé par Corp, par Microsoft, comme exemple, en 2005. Donc, pareil que CorriGen, on le retrouve sur Codeplex. Donc, qu'est-ce que c'est AES-LoadSim? Ce n'est qu'un simple projet qui utilise l'interface eLoader plugin pour réécrire certaines, donc le principe de l'interface, donc réécrire certaines méthodes et donc enrichir les fonctionnalités du load test et surtout les adapter à Analysis Services, les adapter au load test qui ne sont pas par défaut compatibles avec le load test SSAS. Il faut savoir que les load tests, ça a été d'abord prévu pour faire du web test, du test de site web, et donc il n'y existe des wizards que pour la partie test web. Voilà. Et donc si on veut interroger Analysis Services, faire du stress test, on va être obligé de faire du développement custom. Voilà. Donc là, on ne part pas de zéro, on a déjà quelque chose de tout fait sur Codeplex dont on peut s'inspirer. On peut vraiment l'améliorer. Donc il a été écrit en 2005, mais il est compatible. Moi, j'ai utilisé avec Visual Studio 2013. Il suffit de changer les références aux assemblies et de recompiler. Et ça fonctionne bien. Donc, cette interface va nous permettre de créer un plugin, donc on va pouvoir utiliser dans nos scénarios ou scénarii. Donc, ce qui est important dans AES-LoadSim, c'est d'avoir créé une classe pour implémenter un singleton à partir de ADO-MD.NET. ADO-MD.NET, donc qui est un fournisseur d'accès aux données, qui permet d'envoyer aussi des requêtes DAX. Donc on verra tout à l'heure que c'est possible aussi de faire des stress tests tabulaires. Et donc forcément donc un reader XML pour pouvoir récupérer nos requêtes variabilisées. Donc passons aux méthodologies des tests de performance. Donc pour faire un test de performance, donc il conviendra d'abord avoir un temps de référence, notre baseline, et éventuellement de voir les différents goulets d'étranglement. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir procéder à des itérations et de pouvoir tendre vers notre objectif tout en historisant à la fois nos packaging grâce à Team Foundation Services et de pouvoir historiser nos résultats de stress test associés. Donc bien sûr, on n'est pas obligé d'atteindre les exigences définies au début du projet. Donc, en fonction du temps et si jamais les performances deviennent satisfaisantes, on pourra s'arrêter. Ce qui est important dans les stress tests, c'est de déterminer leur longueur. Donc il faut déjà s'assurer qu'on ait suffisamment de requêtes pour pouvoir alimenter les virtual users en requêtes. Et ce qui est important, c'est de définir le temps nécessaire à ce que le cache, ce que les données soient mises en cache. Parce que c'est vrai que ça va avoir l'effet de biaiser un peu nos résultats. Au début, on va injecter de plus en plus de données et on va voir la courbe diminuer pendant le cache warming alors qu'on stresse la machine et après seulement on va avoir le comportement normal, ce qui est celui-là qu'on va essayer d'étudier. Donc la base, on va dire le socle de nos load tests, donc c'est le scénario. Et dans un scénario, on définit un modèle de charge. Donc le modèle des charges, donc il en existe 3. Donc le modèle par étape, qui permet en fonction d'un intervalle de temps d'injecter un incrément de virtual user jusqu'à une certaine limite.
il y a aussi la possibilité d'injecter en fonction d'objectifs, c'est-à-dire l'objectif via un compteur de perf. Donc souvent, on va choisir le CPU. On peut choisir ce qu'on veut, mais on peut choisir le CPU time du système testé, en l'occurrence Analysis Services cible, et comme ça, ajuster le nombre d'utilisateurs et pouvoir déterminer notre charge maximale qui nous permet d'assurer les performances escomptées. Ensuite, il existe aussi la charge constante, mais qui présente le défaut d'injecter trop rapidement les virtual users, et ce n'est pas forcément bien, sauf si vous avez vraiment une bonne architecture pour faire vos tests. Mais ça, on le verra plus loin. Donc, possibilité de mixer plusieurs tests, on le verra dans la démo. Donc, l'essentiel des web tests, c'est le relevé de compteur. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, pour déterminer les bottlenecks. Donc, il conviendra de relever, mais ça, ce sera à votre convenance, de relever les compteurs qui permettent d'analyser le CPU, les I/O, la mémoire, les requêtes. Donc, j'en ai choisi un certain nombre, mais voilà. Donc, MSMD SRV, pour ceux qui se posent la question, c'est le Service Analysis Services. Voilà. Ensuite, donc, est fourni en standard avec Visual Studio Ultimate une add-in Excel qui va vous permettre d'utiliser, d'analyser vos résultats de web test et de pouvoir les comparer. Donc, à noter que les rapports sont personnalisables et historisables, donc on peut les réutiliser. Donc, je suis parti de AdventureWorks, mais comme la volumétrie était quand même faible pour cette base, j'ai injecté un petit peu de volumétrie pour s'amuser un petit peu, et comme ce n'est pas une base partitionnée, je l'ai partitionnée et j'ai compressé les données sources. Donc, la démo. Donc, on va ouvrir Visual Studio. Donc là, vous découvrez l'interface. Donc là, on a notre load test qui fait partie de Visual Studio, que j'ai ajouté à la solution ASLoadSim. Et donc là, on voit toutes les classes dont je vous parlais, donc avec l'héritage, avec l'utilisation de l'interface dont je vous parlais, et donc là, on voit bien le singleton qui permet de ne pas ouvrir une connexion qui est déjà ouverte. Donc voilà, donc c'est du code qui fonctionne, mais bien sûr, il est ouvert, donc rien ne vous empêche de pouvoir le customiser. Donc, dans le load test, on va pouvoir ajouter des scénarios. Voilà. Donc, le sync time, mais on n'utilisera pas le sync time de Visual Studio, on utilisera le sync time du fichier de configuration de ASLoadSim. Et donc, je vais arrêter le wizard, je vais le faire directement. Donc, on a notre scénario, là, mon load test, auquel nous avons un test mix. Dans notre cas, nous n'avons pas besoin de mixer des tests. Donc, je vous montre quand même en quoi ça... qu'est-ce qu'on peut faire avec. On peut très bien, avec les load tests, définir des appels à des tests unitaires et les appeler en fonction d'un critère de distribution. Bon, nous, dans notre cas, ASLoadSim se suffit à lui-même et va pouvoir injecter la charge sans faire appel. Mais bien sûr, on pourra utiliser un deuxième driver, un deuxième load test, enfin un deuxième test, pardon, pour pouvoir requêter une autre base ou faire un autre test complémentaire. Donc, ce qui est important et ce dont je vous parlais tout à l'heure,
c'est le modèle de charge, le load pattern. Donc, et moi j'ai fait l'inverse de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je suis parti de ma charge CPU comme objectif pour éviter de faire planter ici sur scène la démo. Comme ça me permet de ne pas trop injecter d'utilisateurs et de maîtriser la charge CPU de ma machine. Donc, les fameux compteurs de perf, donc, il y a ceux qui sont natifs, standards, qui permettent de donner des informations sur les load tests. Il y a ceux qui concernent la machine de test, l'agent, ou dans l'architecture contrôleur-agent que j'expliquerai tout à l'heure, donc le contrôleur. Et les scénarios custom, les compteurs custom que j'ai définis, et donc c'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va pouvoir définir des thresholds, des seuils, des règles, dire, voilà, au-dessus de temps de processeur, je veux que tu me déclenches une alerte, un warning ou complètement une erreur. Donc voilà. Ensuite, les run settings, importants, sur lesquels on va se baser, donc qui définissent la durée du test, la fameuse durée de chauffe, le taux d'échantillonnage, c'est-à-dire le temps entre lesquels on va faire nos relevés de compteurs, donc 5 secondes, toutes les 5 secondes, je relève les compteurs de perf. Bon, il ne faut pas s'amuser sur ma machine, voilà, 5 secondes, ça me paraît cohérent. Donc voilà, j'utilise une connexion par utilisateur, ça me permet de traquer un petit peu mieux la charge de virtual user. Voilà. Et donc à ce moment-là aussi, dans les run settings, ce qui est important, c'est d'affecter aux machines les fameux compteurs pour pouvoir faire le relevé sur les machines. Voilà. Donc je vais vous montrer quand même le fichier de configuration. Donc le fichier de configuration qui contient le serveur, name, etc. Et donc on voit bien qu'on est lié à notre workload et qu'on lui injecte jusqu'à 400 fichiers. Et là, on voit bien la notion de sync time. Donc le sync time, le temps de réflexion, min-max, entre deux requêtes d'un virtual user. Donc c'est super important déjà d'en définir un, de pas que le virtual user ne soit pas tout le temps en train d'injecter des requêtes, ce qui n'est pas réaliste. Dans la vie, en général, quand il y a un temps de réflexion pour analyser la requête. Voilà. Et donc là, c'est l'endroit où on définit notre load repository dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc une fois qu'on a buildé notre solution SLoadSim, donc on attache le fameux loader plugin qui nous a permis de pouvoir appeler notre méthode loadStart dans notre test mix. Voilà, donc à partir de ce moment-là, tout est OK. Tout est OK, donc on a nos 400 requêtes qui sont notre workload, et donc on va pouvoir run le test. Voilà, donc là, j'ai appuyé sur Run, et donc on va avoir une interface. Une interface avec 4 panneaux donc, qui vont nous donner les informations. Donc on a déjà un threshold violation. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, j'avais défini une fameuse rule qui, si jamais on atteint la valeur 2 sur leverage disculent, alors on met un warning. On revient à nos graphes. Et donc ici, on voit très bien les charges, les virtual users qui sont en train d'être simulés. Donc là, en parallèle, donc on voit très bien notre CPU qui est ici. Alors, donc on peut changer la disposition des panneaux, et là, on peut très bien adapter l'échelle, parce que c'est ça qui nous bloque. Ce n'est pas encore la bonne échelle.
mais bon, vous m'aurez compris. Si j'arrive à cliquer dessus, c'est pas grave. Je vais revenir à la disposition normale. Vertical panel, voilà. Très bien. Donc bon, maintenant on n'en voit plus rien, c'est pas grave. Donc là, on a nos connexions qui se font, qui sont donc forcément parallèles au nombre de virtual users qui sont simulés. Ici, on voit notre direct hit ratio, donc c'est les requêtes qui sont satisfaites par le cache. Donc voilà. Donc, ce qui est important et que je n'ai pas encore précisé, c'est que pour faire un load test pertinent, hein, il convient de vider le cache quand même avant. Voilà. Et d'ailleurs, il est très bien possible de vider le cache en début de test en implémentant dans le code un appel voilà, à une requête qui permettrait de le faire. Ou alors, très bien, par ASCMD, l'utilitaire qui permet de faire des requêtes, ça suffit aussi. Donc voilà, donc, il reste 3 minutes, non, 40 secondes, pardon, 40 secondes sur notre run pour avoir les résultats. Donc, on voit il y a 24 tests terminés. Donc, ça veut dire qu'il y a 24 virtual users qui ont été au bout des 8 requêtes que j'ai définies. On voit dans les key indicators, donc toujours on voit 90 utilisateurs, un test par seconde. Donc que les 8 requêtes sont passées par l'utilisateur en 114 secondes. Temps de réflexion inclus. Voilà, et donc là on a encore 95 tests en cours. Donc voilà, donc le test est terminé. Donc le test est terminé, et donc on va pouvoir passer à la revue des résultats. Donc, il écrit dans la base, dans le load repository, voilà, et il nous génère le rapport, le compte-rendu du run, et donc là on voit très bien que le time to last byte, time to first byte, donc on voit bien, ça c'est le fichier numéro 5 et la requête numéro 5, donc on voit le temps d'exécution. On a des plus jolis, donc on a aussi, une fois le test terminé, aussi la possibilité de consulter les fameux graphiques que l'on voyait tout à l'heure, et on a les, très intéressants, les détails, et donc là on peut faire des zooms sur le run et regarder un petit peu le temps d'activité. Donc on voit très bien que voilà, donc il y a eu le pic de charge à peu près entre 50 secondes et 1 minute 50. Voilà. Donc, ce qui va être très intéressant, c'est de voir aussi l'étalement des transactions. C'est joli, c'est un nuage de points, et donc voilà. Et donc, on pourrait très bien mettre en relief les transactions si jamais, là on voit bien la première requête est un peu plus coûteuse que les autres. Voilà, donc si jamais il y avait une requête qui prenait 30 secondes, on verrait tout de suite, et on verrait quand est-ce qu'elle a été et en concurrence de quelle autre requête elle a été lancée. Donc voilà. Ensuite, donc à partir d'ici, hein, on peut accéder à l'add-in Excel. Donc voilà, donc on peut créer un nouveau rapport, utiliser un template existant qu'on a défini, comme je vous le disais tout à l'heure, et donc on a nos deux types, run, donc comparaison run à run, ou alors un rapport de tendance. Voilà, et donc je vous donne juste un petit aperçu, donc report name, mon load test JSS 2013, et voilà, donc là on va regarder tous les runs. Je vais en mettre que deux hein, pour que ce soit moins long. Donc oui, j'en ai fait quelques-uns. Oui. Je ne sais pas s'il y avait moyen de tous les... Voilà, bon.
Très bien, j'en prends 2. 4, allez. Et voilà, je choisis les compteurs qui m'intéressent, hein, on n'est pas obligé de tous les choisir, pour qu'ils me génèrent le compte-rendu. Donc voilà. Il génère les différents onglets. Et donc, voilà, je vais vous montrer ce qui se cache derrière. Donc là, par exemple, prenons un compteur au hasard. C'est vrai que là, c'est intéressant, on compare run à run, nos 4 runs, mais voilà, on aurait bien aimé avoir on va dire un graphique en fonction du temps, run par run. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut le personnaliser, hein, parce qu'on peut la source de données de ce graphique, c'est une proc stock de la fameuse load repository. Donc, il est tout à fait possible de modifier l'appel et de pouvoir faire le tableau avec les données que l'on désire. Donc voilà, et après, il suffit d'enregistrer et pour pouvoir le réutiliser ensuite. Donc voilà pour l'ADIN Excel. Et voilà, j'en aurais terminé pour la démo. Donc je vais revenir sur la diapositive. Donc les différentes architectures de test. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que telle qu'elle a été conçue, le loader ASLoadSim s'adresse et ne permet de stresser un seul et unique cube. Et quand je dis cube, ce n'est pas base. Donc dans une base multidim, il est possible d'avoir plusieurs cubes. Donc pour pouvoir tester l'exhaustivité de la base, c'est-à-dire tous les cubes, il faut avoir plusieurs workloads, plusieurs loaders et plusieurs fichiers de conf. Donc voilà, mais il est possible quand même de l'industrialiser grâce à un utilitaire qui est fourni, qui s'appelle mstest.exe. Et donc, à partir d'un batch, vous allez pouvoir appeler les différents tests que vous aurez configurés dans votre interface Visual Studio. Donc, l'architecture contrôleur-agent. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du contrôleur. Donc, pour qu'un test soit pertinent, il est important que les ressources de la machine qui teste ne soient pas trop sollicitées. Sinon, les relevés de compteur risquent de ne pas se faire toutes les 5 secondes et les utilisateurs de ne pas forcément être bien simulés comme vous auriez eu envie. Donc, Microsoft a mis à disposition un ISO sur Internet qui vous permet d'installer une machine en tant que contrôleur et d'autres, un ou n machines en tant qu'agent, pour répartir la charge sur plusieurs machines, ce qui va permettre de simuler un nombre presque infini, en fonction du nombre de machines de votre parc de virtual user. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, depuis 2012, on a, grâce à Visual Studio, grâce à Windows Azure et un de ses services, Visual Studio Online, la possibilité de faire ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire de répartir la charge sur des agents grâce au cloud. Donc c'est possible, j'ai répondu à la question, mais par contre, il faut prévoir, il y aura quand même certaines difficultés de mise en œuvre, parce qu'il faut quand même que, donc pour l'utilisation classique du stress test web, il n'y a pas de souci, parce que par définition, on est sur Internet accessible, mais pour nos cubes qui sont hébergés en interne, il va falloir qu'à partir du cloud, on arrive à accéder à la machine. Donc, il existe DataPump pour ça, mais qui dit DataPump dit connexion anonymisée.
Et ça peut poser des problèmes, ça pose des problèmes forcément pour pouvoir analyser l'impact des rôles sur l'instance, sur l'application. Alors, voilà, donc je l'ai dit. Et donc, je conclurai sur ce slide en vous parlant des possibilités. Donc, iSlotSim, par définition, je vous l'ai dit, utilise le fournisseur d'accès ADOMD.NET. Et donc, ce fournisseur de données, il permet de requêter en DMX, en MDX, en ASSL et en DAX. Donc, il n'y a aucune barrière qui s'oppose pour pouvoir étendre l'utilisation qui était prévue à l'origine pour Analysis Services, de l'étendre à Tabular. Bon, par contre, il faudra trouver une autre solution pour pouvoir variabiliser les requêtes DAX. On peut néanmoins requêter Tabular en MDX, mais quand même, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser en langage natif. Mais voilà, donc si vous voulez d'ores et déjà interroger votre Tabular via MDX, c'est possible avec les applications Codeplex, les applications telles que vous les trouvez sur Codeplex. Donc voilà, et donc après, comme l'application est ouverte, et comme de toute façon vous pouvez développer vous-même votre propre application, vous pouvez utiliser d'autres providers, ADO, .NET ou d'autres. Et donc, rien ne s'oppose à ce que vous fassiez des stress tests avec Visual Studio sur SQL Server, forcément en SQL, et donc sur Oracle ou SAP ou une autre application. Voilà, donc j'en ai terminé. Donc, si vous voulez me poser des questions. Oui. Un micro, peut-être? Il y avait une question sur les rôles, justement. En fait, comment ça se passe en outil pour pouvoir arriver avec des virtual users qui ont des rôles différents? C'est une très très bonne question. C'est une question très pertinente. Donc effectivement, les rôles, enfin les virtual users, ils auront l'identité du process de votre Visual Studio ou alors de votre process qui lance votre batch. Mais en fait, l'important, c'est d'autoriser obligatoirement dans un rôle l'accès aux données sur cet utilisateur qui va tester. Et après, l'impact, de toute façon, on le verra. On le verra, puisque de toute façon, quand il va s'authentifier, il accédera à les données avec cette couche de sécurité qu'il est obligé de franchir. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ça veut dire en fait qu'on ne peut pas tester plusieurs rôles en même temps qui On peut tester plusieurs rôles en même temps. D'accord. Mais oui, après, il faudrait les tester unitairement, indépendamment. Mais l'impact, il ne se joue pas sur la visibilité. Si, il se joue un peu quand même sur le nombre de cellules retournées. Donc oui, faire plusieurs runs pour tester chaque rôle avec une identité différente. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on va être contraint par ça. Oui. Donc après, libre à vous si vous êtes suffisamment à l'aise en .NET, mais pouvoir changer l'identité de virtual user au sein d'un même load test, je ne peux pas répondre tout de suite si c'est jouable ou pas, mais peut-être, voilà.
Une autre question? Après, si vous voulez, vous pouvez très bien venir me les poser après la session. Voilà, merci.